La vraie question qu'on devrait se poser concernant ce film, c'est qui a demandé ce film? Ces Avengers ne peuvent pas vaincre Ultron. Pas seul. Oui, professeur. Il n'y a pas de professeur ici. T'as de la poigne pour un tétard. Il clin d'œil à ma nana. Alors, certes, il y a eu des scènes de panique, Banana. certains préjugés. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre. Eastwood. Clint Eastwood. Qu'est-ce que c'est que ce nom à la mort moelle l'œil? Sa vie dans une école. Pourquoi vous obstinez-vous à ne pas comprendre mon action? Bienvenue dans ce nouvel épisode de LCDS. LCDS, c'est le format critique de l'année des sorties, où on analyse un film ou une série. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Est-ce que tu connais des tours de magie? Oui, un peu, oui. Bah oui, c'est vrai. Est-ce que tu sais en faire avec des cartes ou des trucs? Tu vas te faire disparaître des trucs? Je sais pas quoi. Non. Non, je crois qu'une fois, je connaissais un tour avec une des cartes, mais un truc bidon, mais je m'en souviens plus. Moi, j'ai un tour et il fonctionne à chaque fois. Ouais. donc j'en ai un qui est pas mal, tu vois. Mais j'en ai qu'un, tu vois. Je peux faire que ça, tu vois. Un jour, je montrerai avec les cartes. Enfin bref. Ok. Là, on parle de magie. Mais après, est-ce qu'on parle de prestidigitation ou de vraie magie? Je ne sais pas. C'est ça la question. On va parler d'Insaisissables. Voilà, les Insaisissables 1, 2 et 3. Insaisissable 1, qui a été réalisé par Louis Leterrier, le français, voilà, qui était de l'écurie Luc Besson, quoi, disons. Le 2 par John M. Chu, voilà, qui a réalisé Wicked l'année dernière et Wicked for Good, là, cette année. Ista, qu'est-ce que tu avais pensé des deux premiers Insaisissables qui étaient sortis il y a 12 et 9 ans, il me semble, 2013-2016, il me semble. J'avais vu le premier à l'époque, je l'avais vu en DVD, je crois. Je l'avais pas vu au cinéma, mais j'avais vu à peu près à la période de la sortie, quoi. Quelques mois après, quoi. J'en avais un souvenir plutôt sympa. Sauf que là, j'ai rematé les films. et j'avais pas vu le 2 à la sortie du tout. Et là, j'ai rattrapé le 2. Ouais, non, j'aime pas du tout. En fait, cette franchise, c'est compliqué. Je trouve que en fait, ça n'a aucun sens. Et que des fois, on a l'impression que les mecs, ils ont des super pouvoirs. Et en fait, c'est censé être de la magie réaliste. Enfin, c'est bizarre. Je trouve que les règles là, n'ont aucun sens dans leur univers bizarre là. Et je trouve que les personnages sont pas très bien écrits, que l'humour est nul. Enfin, moi, c'est ni fait ni à faire, quoi, cette licence là. Ouais, bah moi j'avais sûrement découvert le premier au ciné, il me semble, ou en tout cas je l'avais vu à l'époque, et qui était porté, voilà, toujours par les mêmes acteurs, la Jesse Eisenberg, Dave Franco et tout. Et en fait, Insaisissable, ça se veut être un genre de mixte entre Le Prestige et Ocean's Eleven, quoi, en gros, un film de braquage avec des films de braqueurs avec de la magie, quoi, en gros. Et le problème, moi, déjà, des films, c'est que je trouve visuellement qu'ils sont hideux. Voilà, vraiment. Vraiment, surtout le premier, c'est-à-dire que c'est Louis Leterrier, donc on a une caméra qui est tout le temps en mouvement, avec un montage ultra rythmé, enfin, ça bouge tout le temps, ça queue tout le temps, enfin, il y a une recherche de style, en fait, qui est perpétuelle, et de faire tout le temps, il y a toujours une logique d'action, de faire de l'action, et en fait, ça donne un film qui, enfin, moi, ça me donne mal à la tête, ces films-là. Au bout d'un moment, je suis en mode, c'est bon, calme-toi, quoi. Et en fait, le plus gros problème de ces films-là, et je pense qu'on en reviendra de toute façon dans le film d'aujourd'hui, puisque c'est la même chose, c'est que le film ne respecte pas vraiment ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'on te parle de prestidigitation, donc c'est-à-dire que c'est pas des vrais magiciens comme c'est pas un film fantastique, quoi, c'est-à-dire qu'ils font des tours de magie comme Houdini et des vrais magiciens, etc. Mais en fait, les mecs, t'as l'impression qu'ils font des vrais tours de magie, en fait, enfin, qu'ils font de la vraie magie, quoi, c'est-à-dire qu'ils font des trucs où on n'y croit pas du tout, quoi, c'est-à-dire qu'ils ont des immeubles avec des façades d'hologrammes 3D, enfin, ils ont une technologie tellement poussée, mais en même temps, ils ont des trucs qui sont, enfin, que tu sais qui sont pas réels, quoi. De toute façon, les films sont full numériques. Et en fait, ça aurait dû être beaucoup plus terre à terre pour qu'on y croit vraiment, en fait, à ces tours. Et en fait, là, le problème, c'est qu'on croit rien, en fait, dans ces films, quoi. Comme d'ailleurs, dans le 2, ça me fait trop rire dans le 2. Dans le 1, c'était déjà là, mais dans le 2, c'est encore pire. C'est que je crois jamais qu'il y ait des foules immenses de gens qui en ont quelque chose à faire, en fait, de leur petit tour, oui. quoi. En fait, genre, t'as l'impression que le monde entier les regarde et tout. Et en fait, je pense que vraiment, faut arrêter. Ils essayent tellement de faire genre, c'est des icônes, etc., que, enfin, j'y crois pas une seule seconde, quoi, en fait, dans la digeste du film. Mais c'est assez drôle, je trouve, quoi. Et en fait, après, les persos, j'en ai absolument rien à faire, quoi. C'est-à-dire que, des deux premiers, ils sont absolument pas développés, quoi. C'est des coquilles vides, ils ont 2-3 traits de personnalité. Donc voilà, on a pris Jesse Eisenberg et qui fait du Jesse Eisenberg, qui parle vite, nanani, nanana, il a un gros ego. Bon, voilà, après les acteurs sont charismatiques et tout ça, hein, quand même, ça va, hein. Enfin, quand même, il y a Woody Harrelson et tout. Moi, je les aime plutôt bien, ces acteurs-là, mais
Mais voilà, enfin, c'est tout, quoi. C'est juste des cookies un peu vides, quoi. Et ouais, dans le premier, Mélanie Laurent, là, avec son accent anglais, là, c'était quand même, c'est très compliqué, quoi. Mais d'ailleurs, les femmes dans ces films-là, c'est assez compliqué, hein. C'est-à-dire qu'elles sont, bon, voilà, leur rôle, c'est très, très compliqué. Et c'est même interchangeable, d'ailleurs, entre les films, et ça change absolument rien, d'ailleurs. tellement elles servent à rien, quoi. Et le 2, c'est la même chose en pire, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'il pousse tous les potards encore plus loin. C'est le festival des twists, le 2. Le 2, c'est-à-dire qu'il y a des twists tout le temps, quoi. C'est un truc de malade, quoi. C'est un mode, mais en fait, c'était lui derrière. En fait, c'est le fils de ci, et puis ça. Et tu fais, ouais, c'est bon, je n'ai rien à faire, quoi. C'est insupportable, quoi. Enfin, bref. Et du coup, voilà, les 2 premiers Insaisissables qui avaient plutôt marché. Et presque 10 ans après, on se retrouve avec Insaisissable 3, réalisé par qui, Ista? Eh bien, Insaisissable 3, réalisé par Ruben Fleischer, qui a fait Zombieland, Gangster Squad, le premier Venom et Uncharted avec Tom Holland. Ouais, bah, enfin, les 2 premiers étaient réalisés par, bon, vas-y, Louis Leterrier, John M. Chu, c'est pas des réalisateurs que je trouve incroyables, mais bon, voilà, ils ont, on va dire qu'ils ont un semblant de personnalité quand même, j'ai envie de dire. Et là, on se retrouve avec Ruben Fleischer, qui est peut-être le yes man par excellence à Hollywood et du côté de Sony. C'est Monsieur Sony, hein. C'est ça. Et le mec a eu une bonne idée dans la bonne ère du temps, je pense. C'est Bienvenue à Zombieland, qui était vraiment calé un petit peu sur ses vidéos YouTube, tu sais, avec avec les règles à pas dépasser, etc. C'était quand même une bonne idée. Après, Zombieland, c'est pas un film incroyable, hein, mais bon, il avait une bonne idée. Et après, ensuite, c'est enchaîné les films de commande un peu nuls, quoi. Enfin, je veux dire, Gangster Squad, Uncharted, Venom. Enfin, c'est des films d'action sans âme, etc. Enfin, c'est vraiment compliqué, quoi, son CV à Ruben Fleischer. Donc, nous, quand on l'a vu à l'affiche, on a fait, oh merde, oh merde, ça va être compliqué. 80 à 100 millions de budget, donc c'est à peu près le même que le 2, je crois. Donc, quand même des gros budgets, c'est pas des blockbusters non plus, mais c'est quand même un gros budget pour aller se rembourser. Je pense que ça va être compliqué, hein, quand même. Tu penses? Ouais, je sais pas, je crois que en fait, ça démarre pas trop dégueu. Je pense que parce qu'on avait vu que en fait la Chine, il y aura possiblement un gros démarrage en Chine, et donc je pense que ça va sauver le film. Mais après, aux États-Unis, enfin, je sais pas comment ils vont se rembourser juste aux États-Unis, mais après la Chine, c'est vrai que là, maintenant que j'y pense, s'il fait un démarrage à plus de 30 millions quand même en Chine, c'est assez fou quand même. Ça peut être vraiment pas mal, quoi. Ouais, mais oui, non, ils disent qu'au domestique, il ferait entre 22 et 28, et mondial. De toute façon, on va voir, parce que là, c'est des estimations. Le film sort là, ce week-end, pendant qu'on enregistre. Donc on verra dimanche soir. Ouais, il t'a dit combien de budget? 80-100 millions? Donc, vers 90 millions, quand même. Il va peut-être quand même déjà au moins rattraper son budget. Hein, en fait, maintenant que j'y pense, avec la Chine, en fait, s'il fait 30 millions en Chine, enfin, là, il va largement être tranquille, quoi, en fait, pour le coup, quoi. Mais c'est juste qu'on a plus l'habitude de compter la Chine, vu que, là, quasiment tous les blockbusters américains, ils fonctionnent pas trop en Chine, là, de ces dernières années, quoi, en fait, quasiment pas, même. C'est vrai. Mais après, c'est pas des films que le 1 et le 2, déjà, sont pas des films qui ont fait des box-office de fou. Ils ont fait les 300 millions, c'est pas incroyable, quoi. Hein, Oui, mais par rapport à leur budget, ça suffit amplement. Voilà, c'est ça. C'est largement rentable, par contre, oui. Et Issa, je te propose de passer à la critique. Bon, on y va. C'est parti. C'est un cul-de-sac, les gars. Sésame, ouvre-toi. T'as raison, lâche rien, mérite. Ça se tentait, hein. Sérieux? On sait jamais. Si, là, je crois que tu savais. Daniel Atlas recrute un trio d'illusionnistes pour réaliser le braquage le plus impressionnant jamais imaginé, ainsi que le plus spectaculaire des tours de magie, dérober le diamant-cœur, joyau le plus précieux du monde des mains d'une redoutable organisation criminelle, revendeuse d'armes. Jesse Eisenberg, Woody Harrelson, Dave Franco, Ayla Fisher, Ariana Greenblatt, Justice Smith, Rosamund Pike et un tas d'autres acteurs. Et ça, je vais te poser la traditionnelle question. Qu'est-ce que tu as pensé rapidement, sommairement, de Insaisissable 3? Ou No You See Me, No You Don't, en anglais. Oui, d'ailleurs, ils ont laissé l'écran titre avec ce nom-là, dans le film en VF, d'ailleurs. Étonnant. J'ai pas compris. Ils ont fait une Legacy Quell. Ils ont fait une Legacy Quell pour une franchise qui n'est pas culte. Parce que généralement, pour moi, les Legacy Quell, c'est... voilà, si on prend des exemples, c'est Scream, Star Wars, Ghostbusters. Enfin, c'est des trucs où, généralement, le premier film est un peu culte et tout.
Et c'est des grosses licences qui ont plusieurs années et tout, voilà, qui sont là depuis un moment. Là, ils ont fait une legacy sequel dans une franchise qui a à peine 10 ans. Les films ne sont pas spécialement cultes non plus. Et je trouve ça fou, en fait. Je trouve ça fou. Mais d'un côté, ça montre un peu l'évolution des blockbusters. Je trouve que c'est ça qui est intéressant avec Insaisissable. C'est, voilà, on a le premier film qui est un peu à la Taken et tout, tous les trucs EuropaCorp, là, un peu qui était un peu à la mode au début 2010. Après, on a le film du MCU avec le 2. Et là, on a la Legacy sequel. Donc, voilà, c'est intéressant. Là, je trouve que dans les blockbusters actuels, il y a souvent le plan séquence. Et là, il y a un plan séquence dans le film à un moment. Et ouais, je trouve que ça montre un peu l'évolution des blockbusters du cinéma. Dans ce sens-là, c'est un peu intéressant. Mais sinon, le film en lui-même, j'ai trouvé ça nul comme les deux autres. Les mêmes défauts, les mêmes problèmes. En fait, moi, j'ai un problème avec les personnages. Je trouve que on ne les connaît pas, ces personnages, au bout de 3 films. Je ne sais pas qui est Jesse Eisenberg. Voilà, c'est juste Jesse Eisenberg qui fait de la magie. Il y a pas plus que ça. Et tous les autres non plus. Enfin, je ne connais pas ces personnages. Ils ont pas de background, ils ont rien. Ils sont pas développés du tout. Et les histoires sont pas très intéressantes non plus. Enfin, moi, je passe complètement à côté. Et ouais, ça a été compliqué. Enfin, c'est un film que j'ai pas aimé. Mais j'ai pas aimé les deux autres non plus. Donc, c'est pas étonnant, quoi. Donc, je suis pas surpris. La vraie question qu'on devrait se poser concernant ce film, c'est qui a demandé ce film? Vraiment, qui a demandé ce film? Parce que j'ai l'impression qu'en fait, les gens ont plutôt bien aimé quand c'est sorti, Insaisissable, mais que personne demandait vraiment un Insaisissable 3, quoi. C'est vraiment sorti un peu de nulle part, quoi. Et le vrai tour de magie pour moi de Sony, c'est d'avoir fait 3 films de suite sur la magie qui sont nuls, parce que franchement, les films sur la magie, c'est quand même un peu divertissant et tout. Mais là, c'est vraiment, tout est nul, quoi. C'est-à-dire que on n'y croit jamais à leur tour. En fait, parce qu'on sait jamais si c'est des prestidigitateurs ou des vrais magiciens. On te les vend comme des prestidigitateurs. Sauf que, en fait, on ne croit jamais à leur tour, vu que ils peuvent faire littéralement tout et n'importe quoi. Donc, en fait, on n'est jamais vraiment impressionné. Ça se voudrait, comme je l'ai dit, un mix entre Le Prestige et Ocean's 11, à savoir un film de magie, sauf que le film de magie à la Le Prestige, il est raté, et le film de braquage à la Ocean's 11, il est raté aussi. Donc en fait, c'est un peu dommage, mais tout est raté. Mais en fait, comme les 2 premiers, en fait, donc lequel est le pire, le premier, le 2, le 3, bon, je sais pas, mais en tout cas, les 3 sont ratés. On ne connaît pas les personnages. Dans le premier, dans le deuxième, on les connaissait pas. Dans le troisième, il y a pas grand chose qui est rajouté vis-à-vis de ces personnages. Et on te fait effectivement un Legacy sequel, comme si c'était des icônes, en fait, qu'on avait devant l'écran, alors que, en fait, c'est pas du tout des icônes pour les gens, ces personnages-là. C'est ça qui est assez drôle. Ça a tous les travers du Legacy sequel, toutes les intrigues du Legacy sequel, les jeunes versus les vieux. Voilà, on connaît ça déjà. Une intrigue qui est pas vraiment palpitante et de l'action qui est pas forcément bien filmée ou mise en scène. Donc, bon. Voilà, c'est insaisissable. Et ce qui est vraiment insaisissable, c'est pourquoi ils continuent à faire des films sur ça. C'est ça qui est vraiment insaisissable. Mais voilà. Ista, pour moi, le gros problème du film, et c'est vraiment, je vais aller à fond dedans, parce que vraiment, faut en parler. C'est toujours pas clair s'ils font de la vraie magie ou pas, bordel. C'est quand même fou. Ça. Je ne comprends pas. C'est-à-dire que, mais je crois qu'ils sont, de toute façon, depuis le premier film, ils sont obligés d'être dans cette mouvance-là, parce qu'en fait, ils peuvent pas régresser, en fait. J'ai l'impression qu'ils sont obligés de rester à faire des tours de magie complètement fous. Et c'est intéressant parce que le film de magie, enfin, la magie et le cinéma, c'est intrinsèquement lié quand même, parce que c'est 2 arts de la tromperie, de la manipulation. Donc voilà, la magie, la prestidigitation, c'est ça, c'est de faire croire quelque chose qui, en fait, après, on te révèle, enfin, avec un tour, on te cache une certaine réalité pour après te surprendre, etc. Et le cinéma, c'est un peu ça, c'est des images qu'on assemble en te faisant croire que c'est un mouvement et le cerveau recrée le mouvement. Bon, voilà, c'est le montage, etc. C'est que de la tromperie. Et en général, les films de magie, en fait, c'est souvent des films qui parlent du cinéma, en fait, lui-même. Et je pense que le plus gros exemple parlant, le plus récent, et même qui est, je dis le récent, mais qui est aussi un film que je trouve culte et qui est vraiment intéressant et puis très bon, en fait, tout simplement, c'est Le Prestige de Christopher Nolan, je pense, qui vraiment explore cette idée de la magie, enfin, de le rapport entre magie et cinéma et tout. Enfin, c'est vraiment un film que, à chaque fois que je revois, je l'aime de plus en plus à chaque fois. D'ailleurs, le Prestige, je trouve qu'il se bonifie à chaque visionnage. Moi, c'est un de mes préférés de Nolan. J'ai l'impression que même les gens qui aiment pas Nolan, ils aiment bien Le Prestige. Je sais, t'as l'impression que c'est un peu, entre ça et The Dark Knight, c'est un peu les deux où les gens reconnaissent quand même que c'est assez intéressant. Mais en fait, le but de ces films-là, de ces films de magie, de prestidigitation, etc., c'est de duper le spectateur. C'est de se dire, ah, mais en fait, tout était devant moi depuis le début. En fait, j'ai rien vu, tu vois. Tu sais, c'est comme Le Prestige. J'ai un peu ça. Il y a un peu de ça dans Le Prestige, quoi. Mais je vais pas spoiler Le Prestige. Oui, mais voilà, quoi. Et en fait, là, on est avec des prestidigitateurs. Nous ne sommes pas dans le fantastique. Ils ne font pas c'est pas Harry Potter.
Même si Harry Potter était dans le 2 à Daniel Radcliffe. Ce n'est pas des vrais magiciens. Mais en fait, le problème, c'est que je ne crois en rien, vu qu'en fait, ils sont capables de tout faire. Mais tout, genre littéralement, hein, c'est disparaître, etc. Tout, il y a que des facilités scénaristiques vis-à-vis en fait, de la magie ou quoi, en fait, et c'est de la vraie magie presque. Et donc tous les retournements, ils sont tellement poussés, en fait, dans leur retour, tellement c'est fantastique, ou avec une technologie tellement ultra avancée, en fait, tu sais, mais des fois il y a des trucs, enfin, tu regardes, tu dis mais en fait c'est Tony Stark, en fait, là on est avec Tony Stark qui a des hologrammes et des trucs comme ça, parce que c'est n'importe quoi. En fait, ils sortent tellement littéralement leur twist de leur chapeau, hein, littéralement, que tout, en plus, tous les tours sont en full numérique et tout, j'en reviendrai et tout, qu'en fait, plus rien ne devient tangible, et du coup, je ne me fais jamais surprendre, je ne crois jamais au spectaculaire qui est devant moi, et en fait, j'ai jamais le sentiment de me faire berner, en fait, littéralement, et c'est un... Bah oui, non, mais c'est compliqué, on comprend pas s'ils ont des super pouvoirs ou ils font des vrais trucs, mais comme t'as dit, le problème c'est que c'est dès le premier film, voilà, je pense qu'il y a une scène de fin où ils sautent d'un immeuble, ils se transforment en billets, on n'a jamais su comment ils ont fait ça. Et puis je crois que c'est dans le 1 où à la fin, il y a tous les immeubles, enfin des façades d'immeubles en numérique, enfin tu sais, qui font des hologrammes et tout, mais tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin c'est de la technologie, enfin je sais pas ce qu'ils font, en fait c'est n'importe quoi, tu vois, c'est complètement n'importe quoi. Mais même quand ils expliquent, parce que genre dans le 2 quand il arrête la pluie là, il dit ouais j'ai utilisé des sonars et des piliers et tout, je dis mais ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Puis toute la fin du 2 où en fait ils ont recréé une tempête, enfin tu sais à la fin dans le cockpit et tout, enfin il y a que des trucs, mais c'est impossible à prévoir, c'est impossible à penser tellement c'est gros, tellement c'est n'importe quoi ce qu'ils font quoi. Et en plus, ça leur permet littéralement de faire des retournements de situation, des facilités scénaristiques de n'importe où, quoi. De tout, à chaque moment du scénario, je me dis, enfin, en fait, je suis même pas, tu sais, en mode, attention, putain, comment ils vont faire pour s'en sortir, etc. Parce qu'en fait, tellement ils sortent tout de leur chapeau, et d'ailleurs, c'est un problème, parce que, personnellement, je n'ai jamais peur pour eux. C'est-à-dire qu'ils réussissent quasiment tout, quoi. Tellement ils ont, enfin, les mecs ont 50 longueurs d'avance à chaque fois, etc. Qu'en fait, tu sais, dans les films de braquage, d'habitude, t'as toujours ce moment où ils vont douter, ça va être compliqué. Le plan il déraille un peu et du coup t'es en mode putain mais comment ils vont s'en sortir, etc. Et puis après avec un je sais pas, un jeu habile, etc. ils arrivent à s'en sortir, etc. Et là jamais j'ai ce moment là dans le film où je me dis oh là ils sont dans la merde là, oh là attention qu'est-ce qu'ils vont faire et tout. Tellement c'est abusé quoi. Oui, bah c'est compliqué. Bah, de toute façon, en fait le film il est ultra plat, il y a rien. Enfin moi, et puis comme j'ai dit, je m'attache pas aux personnages, donc en fait je m'en fous, s'ils peuvent mourir, je m'en fiche en fait. C'est pas les personnages ont une caractéristique, voilà, et t'as le mec un peu rigolo qui drague les meufs, donc Woody Harrelson. T'as la meuf qui est là pour se taper les blagues sexistes, et la deuxième meuf qui est là pour faire des blagues aussi. Et DeFranco, c'est DeFranco, et en fait je sais même pas les définir au final. Mais ça c'est un exploit quand même que les 3 films, on n'apprend rien sur eux quoi. Mais j'ai rarement vu une trilogie comme ça. C'est-à-dire que tu passes du 1, du 2 ou 3, mais ils ont toujours les mêmes traits de personnalité et c'est tout. Il y a rien qui change, on n'apprend rien de plus vraiment. Enfin, je trouve ça fou, moi. Je trouve ça fou sur 3 films de s'en foutre comme ça de ces personnages, quoi. Et les persos féminins, c'est encore compliqué ici. Enfin, toujours les remarques sur le physique. Enfin, que des trucs comme ça. Enfin, c'est compliqué, quoi. Après, là, ils ont introduit des jeunes. Voilà, on est dans le Legacy Sequel. Bon, les jeunes, oui, ils jouent pas trop mal. Ils ramènent peut-être un peu de fraîcheur, mais comme les autres, j'ai aucun attachement particulier à eux, en fait, quoi, pour le coup, hein. Non, pas spécialement. Pourtant, oui, c'est des acteurs à part Justice Smith, j'ai pas vu dans des trucs très intéressants, j'avoue. Mais Ariana Greenblatt et Dominique Sessa, surtout, ouais, c'est quand même des acteurs qu'on sait qui sont doués et tout, qui ont fait des projets pas trop dégueux. Et ouais, enfin, ils sont là, mais bon, c'est un peu les nouveaux personnages. T'as l'impression qu'ils sont tous là venus chercher leur chèque et ils savent que c'est pas un chef-d'œuvre qu'ils font. Hein. ça se sent un peu, ça, ouais. Franchement, dans la manière dont ils jouent et tout. Et moi, j'ai un gros problème, c'est avec ces personnages, avec le côté, en fait, Legacy Sequel, en fait, du film, c'est-à-dire que il y a des jeunes qui sont introduits et qui vont faire face aux vieux, sauf que les films ont 10 ans. Les films ont 10 ans. C'est pas comme si c'était des films de il y a 40 ans, il y a 20 ans, enfin, je sais pas, il y a 30 ans. Là, c'est vraiment les films ont 10 ans. C'est pas assez longtemps, comme t'as dit, pour être un Legacy Sequel. Et je trouve ça hilarant que, en fait, tous les personnages sont vendus comme des sortes d'icônes, en fait, dans le film. C'est-à-dire que, on te fait croire, tu sais, mais comme dans les Legacy Sequel, tu sais, quand on te réintroduit Harrison Ford, etc., les anciens persos, t'as la petite musique, t'as le plan iconique sur eux, et t'es en mode, waouh, enfin, tu sais, il y a ce côté un peu
Bon voilà, on a déjà critiqué ça plein de fois, mais un peu nostalgique, révérence envers des anciens persos, des icônes. En fait, c'est pas du tout des icônes, ces personnages-là, tout le monde s'en bat les couilles dans la vie. Dans la vie. Tu sais, je leur demande, est-ce que Jesse Eisenberg dans Insaisissable, ça t'a marqué? Je pense demander des gens dans leur vie, ils en ont rien à foutre, tu vois. Et c'est hilarant parce que chaque ancien perso qui revient, ils sont iconisés, mais comme si on avait quelque chose à faire, comme si on les attendait et tout. Enfin, c'est comme, on spoil un peu, mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout? Franchement, qu'est-ce qu'on s'en fout de ça? T'as le personnage féminin du 2, joué par Lizzie Kaplan, qui revient. Et c'est censé être une révélation de fou, en mode, oh, waouh, j'attendais de voir Lizzie Kaplan. Mais en fait, je me dis, mais on s'en fout. Enfin, je sais pas comment, mais ce perso est tellement vide, et tellement inconsistant que on s'en bat les couilles, quoi. J'ai l'impression qu'il lui donne quand même un truc, c'est, tu sais, elle fait des, parce que dans le 2, elle faisait ça aussi, mais en fait, il y a des rappels aux anciens films, comme si c'est comme les Legacy, c'est des films cultes. Ils font parce que elle fait souvent des tours, là, un peu gore, un peu glauque, là, où elle se coupe le bras, et dans le 2, elle faisait ça aussi, là, avec un couteau, je sais plus quoi. Et j'ai l'impression que, ouais, mais ça, voilà, franchement, il y a eu ça, et puis il y a même, l'autre meuf, à un moment, il se retrouve bloqué dans un espèce d'aquarium, et c'est un rappel au 1, parce que là, il y a la meuf qui est dans le 1, au début du 1, elle fait le tour là, où elle sort d'un truc, elle se fait bouffer par des piranhas, et on sait pas comment elle en est ressortie, mais... Ouais, mais moi, je trouve que même ce truc-là est pas respecté, c'est-à-dire que moi, j'ai un problème avec les délimitations des pouvoirs des persos. C'est-à-dire qu'on te les présente, qui savent faire des trucs. Mais comme dans les films de braquage, tu sais, où chacun sa spécialité, il y en a un qui ouvre le coffre, l'autre qui, je sais pas, c'est un paratineur, etc. Et en fait, certains, on te montre leur capacité au début, mais en fait, au fur et à mesure du film, ils font tout et n'importe quoi tous. Donc en fait, c'est ça. Donc en fait, c'est totalement brisé par le film, où en fait, que les persos, finalement, peuvent faire absolument tout et n'importe quoi. Donc en fait, la personne qui, je sais pas, c'est tellement des tours, ils font n'importe quoi, je sais même plus ce qu'ils font. Mais en fait, ils font les spécialités de chacun, c'est pas forcément mis en avant. Et puis bon, il y en a une qui peut, je sais plus, elle est agile de fou et tout. Tu vois, là, Ariana Greenblatt, on te la présente comme une personne hyper agile, etc. Et au bout d'un moment, elle est au téléphone et elle imite la voix de quelqu'un. Et ça passe. Et tu fais, mais ça n'a jamais été introduit depuis quand elle sait faire ça ou quoi, tu vois. Et tu fais, de toute façon, ils font n'importe quoi. De toute façon, ils font n'importe quoi, ça passe. Donc, j'ai l'impression qu'ils veulent nous dire que elle est un peu comme Dave Franco, là, qui peut ouvrir des portes ou je sais pas quoi. Mais... oui, mais du coup, le trick du téléphone, où elle imite parfaitement la voix de Rosamund Pike ou ce genre de truc, et ça, tu te dis, mais ça sort d'où? En fait, pas, non, je sais pas, ça sort de je sais pas quoi, mais bon, enfin, c'est compliqué, quoi. Mais en plus, ils essayent évidemment d'installer cette relation jeune, vieux, tu sais, ultra cliché, quoi. Tu sais, qu'on a déjà vu, qui a déjà été, en plus, qui traitait en surface, comme pas possible, quoi, et ouais, non, mais c'est... Ouais, t'as pas trouvé qu'il y avait un fond dégueulasse? Parce que moi, quand il est en mode le militant écolo, je trouvais ça un peu dégueu, hein. Enfin, Dominique, c'est ça, là. Quand ils veulent la pierre et qu'il a un t-shirt et puis ils disent, ah ouais, c'est Greenpeace et tout. C'est tellement creux, je pense. Oui, peut-être. En fait, là, j'ai pas réfléchi à la question, mais... je sais pas, c'est tellement inconséquent comme film que... En plus, ils essayent de faire genre c'est des Robin des Bois, parce que c'est ça, en fait, ils prennent aux riches pour donner aux pauvres et tout ça, mais enfin, c'est tellement fait d'une manière que... en fait, ça m'énerve clairement, quoi. Et d'ailleurs, ça me fait trop bizarre, parce que ils sont traités comme des vieux, Dave Franco et Jesse Eisenberg, mais pour moi, ils sont pas si vieux. Tu sais, genre, je suis en mode, non! Ouais, ils sont pas... voilà, quoi, ils sont pas si vieux, mais comme ils sont sur ce rapport de Legacy Call, etc., ça fait trop bizarre, je trouve. Ouais, oui, c'est parce en fait, c'est censé être, voilà, en plus, dans l'histoire, ils ont un peu pris leur retraite et tout, d'après ce qu'ils disent, donc voilà, c'était des légendes, et après ils reviennent, là, et il y a un peu ce truc-là. C'est tous les trucs de Legacy Call qu'on connaît, hein. Oui, c'est Luke Skywalker, ou des trucs comme ça, quoi. Sauf qu'on en a rien à foutre d'eux. et c'est un gros problème, parce qu'il y a un personnage qui meurt, il y a un personnage qui revient, qui s'appelle Morgan Freeman, et qui revient, là, dans son manoir, etc., et il meurt, et la scène, mais tellement pas émouvante, tellement je m'en fous de son perso, et elle est tellement en mode il meurt, et puis après il faut partir, et ils partent. Genre, la manière dont elle est traitée, cette scène, c'est tellement plat, tellement truc que limite ça me donne un peu envie de rire, quoi, tellement c'est gênant, quoi. Ouais, on n'est pas loin d'une nanar, je crois, des fois, hein. Parce que j'avoue que il y a aucune c'est pareil, j'ai eu aucune alchimie ou quoi. Quand il est mort, j'en avais comme j'ai dit tout à l'heure, de toute façon, il y a un perso qui meurt, j'en ai un peu rien à faire, quoi. Donc ça a été compliqué. Pourtant, Morgan Freeman, il est là depuis le premier, quoi, il a fait les 3 films, et donc c'était normalement en plus son perso, il fait le yo-yo entre les films, hein, son perso. Dans le premier, c'est censé être le méchant, et après on te dit mais non, en fait c'était pas le méchant, parce qu'il faut qu'il revienne et tout. Enfin, c'est n'importe quoi.
Oui, dans le premier, il aide le flic, c'est méchant, mais après, dans le 2, il fait des... On sait pas trop. Et après, on te fait un redcon en te disant qu'en fait, c'était l'ami du père de Mark Ruffalo. Et en fait, il est gentil. Oh là là, c'est bon. C'était déjà saoulant, quoi. Rosamund Pike joue la méchante cette fois-ci. Qu'est-ce que t'en as pensé de Rosamund Pike en méchante, son personnage? Bah, elle, j'ai l'impression qu'elle s'éclate quand même dans ce qu'elle fait. Voilà, parce que ça l'a fait marrer, je pense, de faire la méchante, mais après, bah, comme tout, j'en ai un peu rien à faire, quoi. Enfin, ce perso, il est pas intéressant, il m'intéresse pas, quoi. Bon, en fait, il est assez caricatural, quoi. C'est sans substance aussi, quoi, qui est pas vraiment intéressante, ni vraiment effrayante. Mais ça, je pense que c'est un problème de mise en scène, parce que par Rosamund Pike, elle a quand même du charisme, etc. Même si là, elle a un accent bizarre qui est là et qui des fois est pas là. Enfin, c'est trop chelou. Mais en fait, on dirait un sous-méchant de James Bond, en fait. Oui, Pike, un peu, il y a ce truc-là, ouais. De toute façon, il y a un côté un peu James Bond au film, hein, pour le coup. Hein. C'est-à-dire qu'il voyage quand même beaucoup. Voilà, dans le film, ça, par contre, voilà, ça bouge pas mal. Mais il y a un peu ce côté James Bond, en fait, tout simplement, quoi. Oui, complètement. Ils vont en Belgique et tout, je crois, au début du film. Oui. Ça ils vont en France, littéralement. Avec les policiers français. C'est drôle, ça, là, les gendarmes, là, et tout. C'est assez, qui jouent très mal. Mais bon. Voilà, ça doit être des figurants, enfin, des cascadeurs, etc. Donc, voilà. Ensuite, bah voilà, il y a beaucoup d'action dans ces films-là. D'ailleurs, tout est fait pour l'action ou pour le spectaculaire, quoi. Hein. Donc, faire des tours, etc. Et, en fait, le film est complètement dans cette logique d'action, comme l'était le 2 et comme l'était le 1. C'est-à-dire qu'on alterne des séquences, dialoguées horriblement, d'ailleurs, hein, dialoguées, je trouve. C'est-à-dire que, on a des dialogues surexplicatifs comme pas possible. Tous les passages surexplicatifs où les personnages, en fait, ils parlent un peu au tac au tac, et ils essayent encore, dans cette logique d'action, d'avoir des dialogues ultra rythmés, ultra dynamiques. D'ailleurs, c'est des dynamiques de groupe qu'on a déjà vu 100 fois entre ces personnages, etc. Mais c'est-à-dire que tout le début, mais en fait, c'est une tannée tout le début, quoi, où le personnage de Jesse Eisenberg explique, alors toi, ton pouvoir, c'est de faire ci, et puis toi, c'est faire ça, et puis ça, c'est insupportable, je trouve, tout le début du film avec ça, et à chaque moment dialogué, en fait, d'ailleurs, du film, hein, c'est compliqué, quoi. Oh bah, les dialogues, ils racontent pas grand-chose. Oui, je vois, en fait, ils sont très fonctionnels, mais très lourds, et en fait, c'est fait un peu avec le cul, quoi. je sais pas, mais c'est un peu, c'est vraiment creux, quoi. C'est vraiment ultra creux, comme les persos, quoi. Et entre ces passages dialogués, on a les passages d'action. Qu'est-ce que t'as pensé un peu de l'action, comment elle était peut-être mise en scène, des idées peut-être même de scènes d'action, de magie? Est-ce que ça t'a plutôt plu ou certains passages t'ont plutôt plu? Bah, le seul truc que je retiens, c'est le plan séquence qui est un peu sympa quand même, je trouve. Voilà, même si en fait ça raconte rien. En plus, ça arrive un peu à l'arrache. Sur le coup, on sait pas pourquoi il y a un plan comme ça qui arrive. Mais c'est le seul truc que je retiens, parce qu'en fait, je sais même plus ce qui se passe dans le film. Je crois que j'ai déjà oublié, tu sais. Bah, mais c'est marrant, parce que je te jure que même moi, je commence à l'oublier, hein, le film. Très rapidement, là, ça commence à être très compliqué, quoi. Même les 3 films, d'ailleurs. C'est compliqué. Ouais, ça va être chaud, ouais. Bah, en fait, l'action, en fait, il y a tout le temps, ils veulent des scènes gratuites. Enfin, il y a cette scène au château où chacun commence à flexer. Bah, c'est le plan séquence, là. C'est le plan séquence où ils commencent à flexer leur move pour aucune raison. C'est-à-dire, pour aucune raison, ils commencent à faire moi je sais faire ça, et puis moi en fait moi je sais faire ça, je vais te montrer et tout. Alors ça n'a aucun sens, mais oui, il peut être un peu sympathique, mais moi je le trouve très générique, en fait, ce plan séquence. J'ai l'impression qu'il y a un plan séquence pour être un plan séquence. Bah, c'est ça. Et ça rappelle pas mal la séquence du 2 où, avec la carte qu'ils essayent de cacher et qui se passent tous. Il y a toujours une séquence dans le film un peu spectaculaire, oui. Où là ils se donnent, tu vois. Et dans le 2, il y a une séquence qui était pas trop mal là-dessus. Mais en fait, moi, le problème que j'ai avec cette action, c'est qu'elle est remplie de numérique, quoi. Encore une fois, c'est pas tangible du tout. Je vois bien qu'ils font pas ça en vrai, quoi. Même s'ils vont te dire en making of, non, mais là, j'ai vraiment interverti les cartes et tout. Il doit y avoir quelques trucs de vrai. Mais en fait, on sent tellement le numérique sur pas mal de tours qu'en fait, c'est un peu con, quoi. Après, le film, il dure quoi? 1h50, 1h40, j'en sais rien. Un truc comme ça, ouais, je crois, ouais. En vrai, je pense que c'est assez rythmé, que je pense qu'il y a des gens, voilà, qui vont dire je me suis pas ennuyé devant le film, voilà, c'est possible. Maintenant, voilà, c'est parce que c'est rempli d'action, des petits moments de pause, action, moments de pause d'action. Ouais. Bon, voilà, moi, l'action, je trouve que c'est Ruben Fleischer, c'est très plat, etc. Il y a une idée qui était pas mal au début, mais je trouve que c'est n'importe quoi. Après, c'est-à-dire qu'il y a le personnage de Franco qui se bat avec des cartes. Genre, il balance des cartes aux gens et je trouve ça sympa. Je me dis, ça, c'est drôle, qui se battent comme ça. Sauf qu'en fait, dans des séquences, en fait, ils se battent à main nue. En fait, ils se donnent des coups de poing et tu fais, bah ouais, mais non, mais là,
ça a plus aucun sens en fait. Non mais c'est vrai, genre c'est complètement con quoi. C'est-à-dire que moi je me dis ils vont avoir une spécialité, donc t'as le mentaliste, le mec qui se bat avec les cartes, etc. Et en fait des fois ils utilisent même pas de tour, ils se battent à main nue directement, mettant des KO à des mecs. Et tu fais mais là c'est trop bizarre. Vous avez pété complètement le délire du truc, ça marche pas du tout quoi. Ouais, on dirait qu'ils assument pas le truc à fond, mais c'est depuis le premier film, ça, c'est trop bizarre. C'est, comme t'as dit, tous les persos sont censés avoir leur spécialité, mais des fois ils les utilisent pas, et en fait t'as l'impression qu'ils savent tous tout faire. En plus, même dans le 2, il y a le personnage de Dave Franco qui commence à réussir à faire la même chose que Woody Harrelson et tout, avec l'illusion et tout. Donc, bon, c'est, ouais. Ouais, tout est interchangeable. Tous les persos, de toute façon, sont interchangeables quasiment dans ce film, quoi. Et après, le château français, là, il y avait des bonnes idées, comme quoi, tu sais, il y a une pièce, et en fait, chaque pièce est un peu différente, mais soit c'est des trucs déjà vus, c'est-à-dire que quand on a tu sais, la salle qui est inversée, donc en fait, après, ça va retourner, c'est très Inception, quoi, en fait, dans l'idée, dans des trucs qu'on a déjà vus, et soit c'est full numérique, quoi, t'as une salle qui joue sur les perspectives, en fait, pour le coup. Et c'est un vrai truc. Moi, je suis allé au musée de l'illusion à Paris, et en fait, c'est un vrai truc. Mais c'est en fonction de où tu te trouves. C'est-à-dire que, on va dire, il y a une salle, et elle est faite d'une telle manière que, en fait, si tu te trouves à un point, il y a une personne qui va se retrouver dans un coin de la salle et l'autre à l'autre coin, et tu auras l'impression qu'il y en a une qui est hyper grande et l'autre petite. Tu vois, ça joue sur les perspectives. Sauf que dans le film, c'est full numérique cette séquence. Du coup, donc il y en a un qui est vraiment géant, mais fait avec des effets spéciaux, quoi. Ils auraient pu jouer avec vraiment les perspectives du cadre, quoi. Ça aurait été sympa. Mais non, non. parce qu'on est dans ce film-là, donc il y a full numérique, et c'est pareil pour le plan séquence, là où ils flex, où ils font de la vraie magie. Enfin, il y a ce moment où il a Fisher sort une robe blanche à partir de bouts de papier. Enfin, je veux dire, il y a des trucs, c'est bon, quoi. Je trouve un peu n'importe quoi, pour le coup. Donc ouais, et puis c'est filmé de manière, tout est plat, il y a aucune idée et aucune personnalité. C'est parce que là je disais, mais le 1 et le 2, le 1, tu vois, par exemple, je l'aime pas du tout sa manière de filmer, mais au moins il y a un peu une personnalité, quoi. C'est-à-dire que Louis Leterrier, c'est un mec épileptique, hop, montage, ultra dynamique et tout ça, j'aime pas, mais il y a un peu une personnalité. Ici, il y a rien. Franchement, c'est Ruben Fleischer, c'est vraiment un yes man, un tâcheron, quoi. Enfin, le mec, c'est vraiment plat de chez plat, quoi. Complètement, c'est non mais il y a rien du tout. C'était déjà le cas du 2 aussi, hein. Je trouve qu'il était ultra plat et qu'il faisait très blockbuster basique, et il y a que le 1 qui a un peu un style, parce que Louis Leterrier a quand même un style, je dirais. Même si c'est pas incroyable, mais il y a un truc quand même. Oui, voilà. Mais il y avait un truc quand même, je trouve, qui me rendait le film un peu unique. Là, c'est pas le cas, il est dans les codes des blockbusters actuels, et puis c'est tout, quoi. Il est dans les codes de Ruben Fleischer, c'est filmé comme Uncharted, qui est filmé comme Venom, qui est filmé comme Zombieland et les trucs comme ça. Enfin, c'est d'une pauvreté. Et c'est peut-être Jesse Eisenberg qui l'a ramené, hein, Ruben Fleischer, du coup. Hein. Mais on te remercie pas, Jesse, de l'avoir ramené, quoi, pour le coup. Et par contre, un truc qui est peut-être bien, parce que le 2, moi, je crois qu'il m'avait vraiment... Le 2, c'est peut-être celui que j'aime le moins. En y réfléchissant, c'est qu'en fait il y avait tellement de twists, de retournements et tout. Là ici il y a moins de twists, je trouve. Tu sais, il y en a un évidemment à la fin, comme à chaque film. C'est plus fluide peut-être, ouais. Là ça se suit quand même un peu mieux que le 2. T'as vraiment mal à la tête, quoi, à la fin, tellement il y a de twists et de trucs et tout. Enfin, t'en as rien à foutre. Et ici, il y en a un à la fin qui est, mais franchement, pas du tout intéressant. Enfin, quand il arrive, t'en as absolument rien à faire. Enfin, personnellement, c'est en mode, ok, d'accord. Mais au moins, il y en a pas un toutes les 5 secondes, quoi. Donc, bon, voilà. On va dire, dans cette saga, c'est quand même, ça reste un peu une qualité, quoi. Ouais, c'est vrai que, comme vous voyez, c'est plutôt fluide, c'est ok, mais, en fait, le scénario sur le coup est plutôt basique, il va droit à l'essentiel, et c'est pas plus mal, parce que oui, il y avait trop de twists dans le 2. Moi, dans le 2, ce qui m'avait saoulé, c'était l'humour. Je trouvais qu'il y en avait trop lourd. Pour moi, c'était genre les producteurs qui ont vu les films du MCU qui se sont dit, ah ouais, c'est pour ça que les gens aiment bien les MCU. Mais non, en fait, les MCU, on aime bien pour ses personnages, pas pour l'humour nul, et encore l'humour de MCU fonctionne quand même généralement plutôt pas mal. Là, moi, je trouve que ça fonctionnait pas du tout. Enfin, c'était assez horrible. Et là même, c'est un peu plus calme sur l'humour. Il y en a, mais c'est moins abusé que le 2, quoi. Bon, voilà, de toute façon, on n'a pas grand chose à dire sur ce genre de film, en vrai. C'est des produits un petit peu, voilà. Mais c'est triste, moi je trouve des films de magie mais sans magie, en fait. C'est ça qui est terrible, quoi, en fait. C'est que tu ressens aucune magie. Enfin, c'est compliqué. À la fin du film, alors là, twist final, teaser final, Mark Ruffalo apparaît en hologramme puisqu'il est dans les 2 premiers, et là il est là et il finit. C'est un personnage important.
Ouais, bah quand même, c'est dans les 2 premiers, il était important et tout. Et il finit le film de la pire des manières où je déteste quand les films se terminent, ils font non mais en fait les gars, tout ce que vous venez de vivre, en fait c'est pas grand chose, ça ne fait que commencer. Je crois qu'il dit un truc comme ça, il dit ça ne fait que commencer ou un truc comme ça, qui est vraiment le truc de teasing de suite par excellence, parce que ils ont déjà prévu, avant même la sortie du 3, ils avaient prévu de faire un 4. Ils avaient greenlighté le 4, je crois. Oui. C'est ça, avec Ruben Fleischer, du coup. Toujours, voilà, donc super, on a vraiment hâte. Et, et donc voilà. Bon, bah, Ista, qu'est-ce que tu penses de cette fin? Est-ce que t'attends la suite avec Mark Ruffalo? Ah, pas du tout. Pas du tout. J'en ai un peu rien à foutre. Mais c'est vrai que Mark Ruffalo qui est pas là, c'était quand même un peu bizarre, parce que, ouais, c'est un personnage très très important dans les 2 premiers quand même. Et qu'il soit pas là au casting du 3e, c'était quand même étonnant. Même s'ils parlent de lui, hein, ils disent que, voilà, il est en prison, je crois, ou je sais plus quoi. Mais non, j'attends pas le 4. Mais en fait, ils sont en train de faire le Infinity War et Endgame de CZAP, là, ou quoi? Je sais, ouais, sauf qu'il manque les persos, quoi. Mais, Ouais. ouais, un peu ça, quoi. Et franchement, Mark Ruffalo qui va s'empêtrer là-dedans. En vrai, s'il touche un chèque, c'est bien pour lui. Écoute, voilà, ça lui fait de Oui, mais l'argent. bon, après, Mark Ruffalo, il a toujours fait ça. Il a fait des blockbusters à côté. Il a fait des Mais films d'ailleurs, plus même tous les d'auteur. personnages de ce film, je pense que Jesse Eisenberg, il prend son chèque, il est content. Vous direz, Elson, il a, bon, sa carrière, ça fait un moment qu'elle est plus trop là, il prend son chèque. Donc voilà, ils prennent tous un petit peu leur chèque, et puis voilà, ils font d'autres projets à côté. Donc c'est bon, bah écoute, on leur en veut pas, hein. Bah, non. Bon, bah écoute, voilà, Ista, peut-être que t'as quelque chose à rajouter sur le film. Non, pas spécialement. Bon, bah voilà, c'était notre avis sur Insaisissable 3. Bon, voilà, c'est pas le film qui nous intéressait le plus de l'année, mais voilà, au moins on a découvert une nouvelle trilogie. Bon, pas sûr qu'on soit contente de l'avoir découverte, mais voilà. Et la semaine prochaine, voilà, on découvrira des films qui nous intéressent quand même un peu plus. Mais c'est marrant parce qu'on retrouve John M. Chu, du coup, la semaine prochaine, puisqu'on va parler de Wicked for Good et aussi d'Edgar Wright avec Running Man, et évidemment les news de la semaine qui sortent le vendredi. Alors, Ista, bah, c'était cool d'avoir fait cet épisode. N'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air, les 5 étoiles sur la plateforme dans laquelle vous nous écoutez. C'est assez important pour le référencement. À nous suivre, on est disponible partout sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts possibles. Donc, Acast, Apple Podcasts, Deezer, Blue Sky, Spotify, Podcast Addict. Et on doit nous retrouver un petit peu partout sur les réseaux sociaux. La nuit des sorties sur X, Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok, YouTube. Et on se retrouve très bientôt, Ista. À bientôt. Ciao.